Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur la Dan Broadcasting System et dans votre émission Le Monde ce jour. Le monde bouge justement, le Cameroun avec, tandis que l'Afrique du Sud s'apprête à offrir un deuil national à Winnie Mandela. La France, elle, suffoque avec les grèves. Près de 400 km d'embouteillage ce jour en France, jamais vécu. Et la France va continuer à suffoquer parce que des grèves s'annoncent encore là-bas. Pendant ce temps, au Brésil, des milliers de manifestants ont pris la rue dans plusieurs villes pour demander que Lula da Silva soit envoyé en prison pour cause de corruption. Corruption et prédation, vous l'avez dit. Combien l'État du Cameroun a perdu dans l'immense corruption et prédation qui s'est déroulée au Cameroun et dont les premières arrestations et emprisonnements ont commencé depuis 2006. Et quelles sont les conséquences aujourd'hui sur le train de vie des populations, sur le mieux-être des populations. Relecture de l'histoire de l'opération Épervier, acte 3, nous y sommes, madame, monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue. Président Georges Gilbert Baonla, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la DBS qui occupe la première place maintenant en ce qui concerne la communication et l'expertise, l'actualité, parce qu'il faut le dire, et je remercie le fait que nous soyons appuyés par tout, je voulais dire, le monde entier. Et je suis content du fait que aujourd'hui, il y a une expertise avérée et nous pensons que nous accompagnons le Cameroun et comme d'autres pays dans le monde pour qu'un développement rassuré et transparent puisse prendre corps et que ces pays et que tout le monde entier, pourquoi pas comme le Cameroun, où nous jouons aujourd'hui, nous sommes des gendarmes médiatiques. Ça, j'avais dit la dernière fois ici. DBS, c'est le gendarme médiatique en ce qui concerne la prospérité de notre pays. C'est vrai, gendarme médiatique, mais je précise dans la démarcation déontologique et éthique, pas d'acharnement, pas de règlement de compte, pas d'attaque à personne ou à personnalité. Alors, je crois qu'on reste là dans les strictes règles de la déontologie. On va d'abord dans le monde. Un ancien chef d'État qui a été condamné et qui n'est toujours pas envoyé en prison. Lula da Silva. C'est Lula que vous avez vu seul? Celui qui est en Côte d'Ivoire, il est où? Non, nous sommes sur Lula. Quelle est la lecture que vous faites des manifestations qui ont cours actuellement au Brésil pour qu'il soit envoyé en prison? Lula était un syndicaliste. Aujourd'hui, la protéose autorise aujourd'hui que Lula a bousculé la grande mafia brésilienne en ce qui concerne la drogue. Et dans cette filière de la drogue, il y a eu des pertes énormes en ce qui concerne leur réseau financier. Et cette marche, quand vous regardez... Vous vous constituez en défenseur de quelqu'un qui a été quand même condamné. Je connais Lula personnellement. Okay. Malheureusement, c'est ça. Je connais Lula avant qu'il ne soit aux affaires. Et je suis très proche de la famille. Et vous avez affaire à un de ses beaux-fils. Vous n'avez jamais su ça? Donc, allons-y dans l'histoire. Bon, je voulais simplement vous dire, le président Lula a fait son travail. Vous êtes son avocat, on admet ça. Non, je vous dis ce qui se passe. Il a été un syndicaliste. Oui. Il a fait le combat de la réinstauration de la valeur du travail. Là, le peuple était d'accord avec lui, et même cette mafia, parce qu'il ne s'était pas attaqué à cette homologation de la drogue, d'un proxénétisme aussi poussé, dans une société qui a des valeurs. Et ces valeurs sont des valeurs de création de richesse. On n'a pas besoin. Il y a des villes au Brésil, là où on ne peut pas y aller, c'est pas seulement en Colombie. Hein. Il y a des villes là où les gens estiment que pour régler les comptes, c'est les armes. Et puis, c'est la drogue qui est le maître des lieux. Il est entré dans ce combat. Vous avez vu que... Donc aujourd'hui, on veut régler ses comptes. Maintenant, on vient condamner quelqu'un qui, auparavant, les mêmes juges avaient dit c'est l'homme qu'il fallait à la place. C'est aussi ça la politique. Sauf qu'au regard du monde, il y a ce qu'on appelle le contrat de conscience, le contrat de faisabilité. Le contrat de conscience, c'est de savoir qui est en face, dans quel environnement on doit mettre en application une loi,
Le contrat de faisabilité, c'est de mettre en application la loi. Alors, Lula bénéficie quand même d'une protection, d'une défense. Ce n'est pas la rue qui va amener, disons que le gouvernement ou bien le système en place, ou la justice appliquer la loi. Sinon, la justice ce n'est pas au Brésil. Comment vous expliquez que ce soit la rue qui... Ce n'est pas la rue, c'est quelques petits malins qui ont acheté quelques petits amis qui sont très proches de la drogue aujourd'hui, parce que ce qu'on ne vous dit pas, quand Lula a lancé le combat, ça a rentré beaucoup d'argent. Il y a eu un retour à l'investissement sur le plan économique. Les gens sont repartis dans les champs de vignes. Les gens sont repartis dans les champs, les champs viviers pour commencer. La main-d'œuvre a été a fait ce qu'on appelle une bonne prestation. Ça fait un bon cumul financier pendant qu'il était là. Et quand Lula est parti, regardez l'histoire. Lula a été applaudi. Et c'est le seul syndicaliste qui dit « Je pars ». Voilà la personne que je soutiens. D'accord? Aujourd'hui, on vient avec des histoires pour dire non, comme Lula a aujourd'hui mis en place, il y a une loi qui a été votée. Et cette loi aujourd'hui est inattaquable. Elle ne peut pas être rétroactive. Ça met en mal le système de la mafia qui est en place. Et du coup, Lula devient le plus dangereux. C'est un peu ça. Et pour vous dire que Lula allait même plus loin. Il y a les Camerounais qui sont allés à la période, certains Camerounais qui sont allés à la période où on voulait Albatros aller solliciter des avions de ce côté. Merci. D'accord. Vous voyez alors, quand je veux parler aller solliciter des avions de ce côté. Oui. Il y a un joueur très célèbre. Il était avec un de ses princiers, présidents du club. Je ne veux pas prononcer ce genre de nom, ça me fait du vomitif. Qui sont allés faire ce qu'on appelle une consultation commerciale pour que les avions puissent être proposés par le Brésil. Vous avez parlé d'Albatros, c'est ça? Oui, Albatros. Donc, vous comprenez? Oui, c'est une très bonne transition. Ouais. Voilà. En préparant l'émission, c'est comme si vous avez vu cette transition-là. Ouais. Je le précise à l'attention de tous que l'émission Le Monde ce jour se veut adressée aux citoyens du monde, elle se veut républicaine, donc citoyenne. Il n'y a pas d'attaque de personne ici. Vous avez parlé d'Albatros, on va faire un lien. Parce on remonte l'histoire, on réécrit l'histoire. Gardez vos idées sur cet Albatros, mais je veux que vous fassiez juste une lecture sur ce qui se passe en France. Qu'est-ce qui se passe en France? Les grèves, le train bloqué, les avions dans les airs, c'est les réformes. Là-bas aussi, la population est contre les réformes. En un mot, qu'est-ce qui se passe là-bas? Les réformes institutionnelles rencontrent une bourrasque sociale qui ne dit pas son nom. C'est les hommes qui sont contre la politique de Macron. Parce que sans richesse, sans création de richesse, il n'y a pas d'État. En fait, en réalité, le débat, ce n'est pas au niveau de la réforme. La réforme n'est qu'une loi. On peut l'appliquer. Mais il faut qu'il y ait des us et les moyens de cette politique. Et c'est ceux qui disent aujourd'hui que pas de Macron, qui commence à démontrer que Macron a été, et j'avais dit ici, qu'il est très jeune pour comprendre la politique, parce que la politique a deux formes. La forme de soutenance occulte et la forme de soutenance visible. Et dès que tu n'arrives pas à joindre les deux, tu as un problème de prospérité. C'est pour ça que quelques apprentis sorciers parfois se retrouvent comme ça dans des tabloïds qui ne maîtrisent pas. Et c'est ça le pouvoir. Et j'ai vu des gens dire à la Macron, j'ai dit on ne laissera pas ce jeune gérer parce que on ne va pas lui laisser aller toucher la sauce avec beaucoup de sel. Parce que s'il consomme trop de sel, il n'est pas capable de diluer ce sel dans son organisme. Merci. Merci de ces expressions apprentis sorciers, cette sauce-là. Alors, on va entrer dans cet océan, on appelle ça océan de prédation et de corruption, parce que je rappelle, et ça c'est des faits connus de par le monde, que le Cameroun a été classé champion en matière de corruption dans le monde à 2 reprises. Alors on va entrer avec cet élément, ce face-à-face, dans l'affaire Albatros justement.
ce que vous êtes en train de parler. Vous allez suivre ici un confrère, Marcel Amoko, dans un face-à-face avec un expert financier qui avait été commis par un des directeurs de la CAMER pour essayer de voir clair dans ces multiples affaires, Albatros, CAMER et autres. Suivons cet élément et on entre dans le vif du sujet. À tout de suite. Parler de cette affaire Albatros, mais nous allons plutôt nous intéresser à l'aspect financier de ce dossier. Vous êtes expert financier. Vous arrivez à la CAMER. On peut situer votre arrivée en mars 2004. En effet, j'arrive à la CAMER en mars 2004. De quelle manière? Au cours d'un déplacement privé au Cameroun en début d'année 2004, j'ai fait la connaissance de M. Dakaï. Et M. Dakaï, donc, qui est arrivé à la CAMER en novembre 2003, était encore en phase de prise de connaissance de la société. Et il faisait face à de nombreuses difficultés, dont les contrats de location entre CAMER et GIA, sur lequel il avait requis un certain nombre d'avis des juristes et d'experts en aéronautique qui lui avaient confirmé son engagement contractuel. Et donc au cours de la discussion avec M. Dakaï, j'ai pu lui donner quelques pistes qui pourraient permettre à la CAMER de renégocier ses contrats avec un certain avantage. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il a donc souhaité officiellement avoir mon assistance sur cette affaire. Voilà, Thomas Dakaï Kamga qui arrive à la CAMER, vous le dites, en 2003 et qui succède à Yves Michel Fotso, qui lui a été directeur général de la CAMER de juin 2000 à novembre 2003. Et qui est donc celui qui a signé ces contrats, en effet. Et ces contrats portent notamment sur 2 avions. En effet, les contrats portent sur 2 avions. Il y a un 767 et un 747. Au moment où je discute donc de cette assistance avec M. Dakaï, le 767 est garé à l'aéroport de Douala. C'est un avion qui est en panne, mais l'engagement contractuel oblige CAMER à le retourner en état de marche. Et le 747, lui, par contre, il doit subir une révision, mais il n'est pas non plus exploité parce qu'il a une capacité trop importante pour les besoins de la CAMER. Donc c'est dans cette situation que la CAMER se trouve. Elle n'exploite pas ses appareils, mais en plus, elle doit respecter son engagement contractuel, donc de fortes sommes financières à payer à la société GIA. D'une somme d'environ 38 millions de dollars. D'environ 38 millions de dollars que réclame GIA. Or, il s'avère que, quand je démarre ma mission, la société en fait qui réclame ces 38 millions de dollars, c'est TMG International, qui est dirigé par les mêmes personnes que GIA, qui utilisent le même numéro de téléphone, qui est enregistré à la même adresse. Donc pour moi, en tant qu'expert, c'est une anomalie assez significative qui me pousse à engager une recherche sur la société GIA pour savoir quelles sont les personnes qui dirigent cette société, quelle est leur moralité, et qu'est-ce qu'il y a derrière cette société. Et surtout, quel est l'état de cette société? Est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'elle existe? Exactement, puisque déjà, la première particularité au départ, avant de lancer la recherche, c'est que GIA n'était pas une société connue réellement dans les grandes sociétés qui font du leasing d'avions. La créance que la CAMER doit notamment à GIA s'élève, on va dire, à environ 38 millions de francs CFA. 38 millions de dollars. Précision importante. Et très rapidement, vous vous rendez compte qu'en fait, cette société GIA n'a même pas le droit de réclamer ses créances. Exactement, parce que j'informe donc M. Dakaï environ un mois, mes souvenirs sont bons, après avoir démarré ma mission. Je dis à M. Dakaï, vous devez arrêter les discussions que vous avez avec ces créanciers parce que je viens de découvrir que cette société est en faillite. Donc le seul interlocuteur valable pour discuter de ces créances, c'est le liquidateur. Et donc vous avez déjà là un indice très important qui montre que vous êtes en train de faire face à une tentative d'escroquerie. Et donc, ce qu'on doit faire, je dois continuer mon travail, accumuler des informations qui vont vous permettre, si la réclamation est quand même maintenue, de renforcer votre position vis-à-vis de la personne qui réclame, soit le liquidateur, soit ces personnes-là. En sachant donc que la CAMER est dans une situation financière extrêmement difficile. Dans une situation extrêmement difficile, elle ne peut pas faire face à cette demande. Et que si vraiment la pression est faite sur la CAMER, ce sera la fin de la société. Et la question qu'on se pose dès lors, c'est comment se fait-il que, sachant
que cette compagnie GIA est en situation, puisque je suppose que Yves-Michel Futso, qui a contracté ses créances, savait que cette société était plutôt douteuse. Comment se fait-il donc? Alors, société douteuse, les mêmes sociétés, trois sociétés, parce que c'est ça, hein, la finale de l'expert financier, trois sociétés qui se créent où on retrouve les mêmes personnes. Au fond, on a des contrats antidatés et autres. Nous sommes là dans l'histoire de l'opération Épervier. Quelle lecture vous faites? D'abord, j'ai beaucoup d'appréciation pour le jeune Amoko, mais il faut qu'il se documente. C'est pas l'histoire, la Camer ne commence pas sous Dakaï Kamga, c'est sous Kodok. Père son âme. Maintenant, la GIA est créée par un très bon lot, on connaît qui était derrière, c'est pas caché. Il y a le Premier ministre qui est là derrière, disons que Tifenonu à l'époque. Il y a un jeune Garmvele, son nom va me revenir. Je le connais comme guitariste à l'époque. Et à l'intérieur de cela, ça commence à se faire ressentir. D'abord, la première des choses, c'est que il faut qu'on identifie le parc. Je ne sais pas si le caméraman est là. Voici le parc de la Camer. Le vrai parc de la Camer. Est-ce que le monsieur me suit? Donc, voilà le vrai parc de la Camer. Et le parc de la Camer, que voilà, c'est ça qui identifie le passif, l'actif. Il est hors de question qu'on vienne nous raconter des histoires pour dire que non, voilà le parc de la Camer. Où sont passés ces avions? On ne peut pas venir parler de 2 flottes pendant qu'on en cherche 15. C'est ça qu'il s'agit. Alors, je suis très surpris que Nana, qui est expert, n'ait pas fait un état de lieu. Et c'est comme si je savais, la 737 dont il déclare qu'elle était en entretien, la voici. Vous nous donnez la photo, nous sommes dans l'histoire. En fait, Nana, expert financier, a été commis par Daikaï Kanga. Donc, il faites commence... un état des lieux. Oui. Dites ce que vous avez trouvé. C'est ça un expert financier audité. On ne peut pas venir parler de 2 avions pendant qu'on en cherche 15. Il faut faire attention. Parce que quand Daikaï Kanga arrive aux affaires, ce sont les premiers trémolos qui s'asseyent sur la fortune de la Camer. Donc, il faut que les gens cessent de tromper les autres. Il est rappelé qu'il remplace Yves-Michel Futso. Bon. Notamment, il y a un problème sérieux qui se passe avec la Camer. C'est au niveau de l'entretien. Je vous relance tout simplement. Oui. Ça veut dire pour vous, voilà. On vient de voir là, nous retraçons l'histoire. Oui. Parce qu'il est question de construire une nation exemplaire et de vérité. Oui. Francis Nana, c'est 2 flottes. Vous, on en cherche 15. Mais c'est là, c'est visible. Ça, c'est un rapport confidentiel. Je l'ai. Il est confidentiel, je ne cache rien. J'ai des documents assez dangereux qui font peur, c'est ça? Voilà. Et le même rapport est sur la table du chef d'État. Moi, je parle pas, je parle avec des documents. Voilà la flotte. Mais c'est quoi cette histoire? Vous inventez une histoire. Alors, non, écoutez. Oui, allez-y. Dès qu'il n'y a pas de traçabilité historique, il y a un problème. C'est ce que nous recherchons. Le premier Camerounais qui va contacter, je parle sous la diligence du chef de l'État, et qui travaillait à l'époque, président Georges Hubert Baola. C'est le ministre Kodok. Président Georges Hubert Baola. C'est quoi cette histoire? Écoutez, ne vous enflammez pas. Je vous relance juste. Oui. Ici, c'est l'histoire. Oui. Et l'histoire vraie. Et personne ne nous empêchera de construire ou de réécrire cette histoire. Vous dites donc que c'est le premier Camerounais qui est qui Frédéric Kodok. Oui. Qui contacte Boyin sous haute instruction du chef de l'État, le défunt Aïdjo.
D'où vient-il qu'on vient faire l'expertise de Dakaï Kangwa qui se sont assis sur la fortune publique? C'est eux qui ont commencé à spolier. C'est eux. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on fasse l'audit. Alors, là, on réécrit l'histoire. On sait qu'il y a des condamnations dans cette affaire. Oui. Parce que la question de l'acte 3 qui peut aller vers l'acte 4 de l'histoire de l'opération Épervier, qu'est-ce que l'État perd? Qu'est-ce que l'État du Cameroun a perdu? Et quelles sont les conséquences sur le peuple, sur le mieux-être du peuple camerounais? Quand vous parlez de 15, à combien on peut évaluer la perte rien que pour cette affaire? Parce qu'il y a beaucoup d'affaires, il y a des centaines. Beaucoup de milliards. Un avion, à la période requise, si vous avez le prix initial et vous faites le x15, ça veut dire qu'il y a un problème sérieux. Et vous ne pouvez pas demander que je solutionne sans que je n'ai dit ce qui a provoqué le mal. Allez-y. C'est ça le problème. L'histoire de la Camer n'est qu'une affaire parmi les autres. C'est ce que je viens de dire. D'accord. Et s'il faut la réécrire, je vous l'ai dit, je vais la survoler simplement en disant, oui. Les avions disparus de la flotte de Camer Airlines demandent aujourd'hui et sollicitent une expertise. À l'époque où Samanjoma, le collaborateur direct, l'ex-directeur de ZADC, le collaborateur direct de Moutazé, comme directeur commercial, ils peuvent nous dire. À l'époque où Nana, et cette fois-là, c'est pas Nana Francis, Nana Sanjon, quelque chose comme ça, qui a une musicologue de femme, qui chante dans les... Nana Sanjon, oui, allons dans le fait. D'accord. Et fait dans ce qu'on appelle le trafic des pièces. Ça veut dire qu'il y avait une société qui s'appelait Citrafer. Elle était en face, derrière la SGBC. Ça veut dire que c'est une société qui reformait les pièces. Certaines personnes se sont autorisées à fabriquer des fausses factures. Et que c'est Boeing qui faisait ça entre dans les 15 Mais oui, dans les 15 avions d'entretien. Parce qu'en fait, le vrai problème ici, c'est que les gens ne comprennent pas que le vrai gombo ici, c'est l'entretien de la flotte. Quand vous entendez que quelqu'un a commencé à manger, c'est au niveau de l'entretien. Et il faut créer la panne. C'est pour ça que le commandant Ngounou, quand il partait, il n'avait que ses yeux pour pleurer. C'est l'un des, disons que des pilotes de cette période-là. Vous comprenez? Ouais. Donc, quand vous regardez ce qui se passe en réalité, c'est que Nana a été très secondé par le directeur des affaires logistiques. Non, je ne voulais pas dire directeur des affaires logistiques. Par M. Thiago. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Thiago était le chauffeur du président de la République. Mais bizarrement, il était dans les histoires de Camer. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Alors, nous sommes là dans l'entretien. Ça veut dire que cet entretien crée un couloir de... crée un couloir de gombo. Ça va partir des fausses déclarations et les fausses factures, des fausses pannes créées par certains directeurs généraux de Camer, assistés par des techniciens qui font des faux rapports. Je fais un clin d'œil à Samanjoma pour son courage d'avoir dit à monsieur le président de la République, si vous montez dans cet avion, c'est la mort. Ah, l'avion que Marcel, que je salue, hein, voilà. En passant, a cité tout à l'heure. C'est son rapport. L'Albatros. Et à l'époque, comme il gênait beaucoup, bon, je n'aime pas beaucoup parler de lui, hein, à Tanganji, qui avait l'outrecuidance de parler dans les oreilles de M. Biya, je ne sais pas par quel moyen, par quel mystère, on s'est rendu compte que il a foutu ce monsieur dehors. Et c'est son beau-frère qui est DG aujourd'hui, là, aux ADC. On ne peut plus continuer comme ça. Et le problème qui est là, c'est que personne ne saura que dans cette chaîne, chaque responsable qui arrive, même ceux qui font le casting des chambres, des navigants, je me rappelle, il y a un... Si je vous entends et si nous vous suivons bien dans cette histoire, l'opération, en fait,
l'albatros, ce n'est que un pan de toute une prédation. La flotte aérienne ne peut jamais prospérer dans notre pays dès lors que les gens ont créé des entreprises à l'intérieur de ces mastodontes. Ça veut dire que chacun vient, quand vous prenez un avion, vous laissez à Addis Abeba dans le parc Addis, vous savez combien ça coûte une journée? Rien que le simple fait qu'on vienne mettre dans les ateliers, ça coûte de l'argent. Et c'est là où le gombo, ça coule. C'est pour ça que les Nana Sandjon sont des personnes qu'on ne peut pas mettre en prison. Parce que Nana Sandjon, en partant en prison, il va réclamer Ngongo Ferdinand. C'est son ami. Ils ont fabriqué des fausses factures à New York, monsieur. J'ai sorti les photos ici, où le chef de l'État, grâce à moi, a reconnu aujourd'hui que c'était quelqu'un qui récupérait les passeports de ses navigants et cherchait... Je vous ai toujours dit quelque chose. Oui. Quand je vous gêne, j'arrête. Vous êtes toujours en train de faire des trucs bizarres. Ça ne gêne personne. Voilà, ok. Ça ne gêne Pourquoi personne. Quand je commence à parler sérieux, vous voulez couper. Je dis qui faisait casting Ngongo, votre secrétaire général, il n'est pas le mien. Moi, je n'entre pas dans la roublardise. Non, il est le secrétaire général de l'État de la République. C'est vous qui le dites. Monsieur. C'est vous qui le dites. Je vous dis pourquoi. Je vous retire cela. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas ce droit. Vous n'avez pas ce droit. Je vous dis pourquoi. Je dis bien que je suis citoyen. Je suis assis à la loi. Vous l'assumez. Il est secrétaire général. J'assume. Oui. J'ai toujours assumé, j'attends mon contradicteur d'en face. Oui, moi, donc il est secrétaire général, si c'est le garçon de chambre, je lui accepter ça. Moi, c'est un métier. Non, je veux l'histoire. Vous voulez l'histoire? Oui. C'est pour cela que la prédation doit être étayée. J'ai des rapports confidentiels. Oui. Celui qui parle, qui vient en face de moi, me dit non. Je sais, j'ai parcouru, vous avez les rapports. Je ne raconte pas des histoires confidentielles. Vous comprenez? Alors, donc la chaîne est longue. En dehors de cela, on a mêlé même... Quand vous dites cela, ça veut dire que dans cette prédation et cette corruption, dans cette opération épervier, il y a des coupables en liberté, c'est ce que vous voulez dire? C'est ce que vous êtes en train de démontrer. Il y a une jungle de coupables en liberté. Et ils doivent être interpellés dans l'urgence. Et ce n'est qu'un pan, ce n'est qu'un chantier. Donc il ne faut pas que nous puissions élaguer le fait que c'est des gens qui ont posé des actes. Et ces actes sont des actes dangereux. C'est un peu ça. La dangerosité, c'est ça. Parce qu'au Cameroun, comment vous pouvez accepter qu'on nomme quelqu'un qui n'a pas un profil de compétence et qu'on l'appelle le secrétaire général de la présidence? Vous voulez que je parle en patois? Ça, c'est déjà compris. Maintenant, je voudrais que vous jetiez un regard relativement à l'affaire Albatros et les autres affaires. Je ne veux pas les citer là, mais je voudrais que vous jetiez un regard. Lorsqu'on parle des pertes de l'État, on parle même des personnes qui J'espère que le débat n'est pas axé sur Camer. Pas du tout. C'est pour ça que je vous relance pour que nous entrions dans le fond des dossiers. 79 milliards, par exemple, de CCP. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont détourné, ils sont libres. D'autres sont même nommés. Il y a même un qui a donné à son ami un peu d'argent et puis il n'a pas donné à quelqu'un qui était en justice pour l'aider dans une histoire. D'autres ont rendu le corps du délit. Amogo Belinga, Jean-Pierre dehors, pourquoi? À Tangandia aux affaires, pourquoi? Dites-moi. Dans l'affaire des postes des CCP, ça ne souffre d'aucune contestation. Tout le monde le sait. Je n'ai jamais vu dans un pays que quelqu'un détourne de l'argent dans les caisses de l'État, il vient restituer le corps du délit, on dit que non, on est libéré. À quand la loi? Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais c'est toujours une loi du tribunal criminel spécial. C'est une disposition. C'est une disposition, oui. C'est pas une loi. C'est une disposition, mais qui a été appliquée pour le cas d'espèce. Je suis désolé. Ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. Il s'agissait de quoi? D'accord. L'action publique n'a jamais entamé. On dit bien, si au cas où vous êtes interpellé, et que vous faites réquisition, vous dites je veux restituer le corps du lit. Le ministre de la Justice, intuitu personne, peut dire, en fonction de ça, que la confidentialité de son cahier de charge juridique, dit que monsieur, on peut le libérer. Mais vous serez déjà poursuivi. Quand déjà... votre problème, c'est que la personne doit d'abord être poursuivie. Puisque l'action publique n'a pas déclenché. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas dire, monsieur, vous avez volé, tu lui as dit, non, je m'en vais restituer. Qui t'a appelé? Tu ne peux pas être sous audition.
et que tu ne sois pas encore inculpé. D'accord? Et quand on disait que non, viens rembourser, tu peux rester ce que tu ne reconnais pas. Et dès qu'on t'inculpe et que tu reconnais le tort, tu repars quoi? L'action publique est à quel niveau? Ça a été appliqué à quel niveau? C'est une roublardise. Il y a un vide juridique. Nous ne pouvons pas fonctionner comme ça. 79 milliards sont partis comme ça. On a vu les maillons qui sont créés. Le ministre d'Akole Dassala est venu se servir avec son MDR. À l'époque, c'était avec Thibaut Manissé. Je l'avais cité ici. Après cela, Mouchipou Seydou, perd son âme, est venu se servir avec un certain nombre de prélats de la prédation. Nous avons commis tous ces articles. Vous avez des archives de ces journaux. On ne va pas revenir là-dessus. C'était la même chose. Hein? Et c'est pour cela que cette pratique est une pratique de sorcellerie. C'est la vraie pratique de sorcellerie. De sorcellerie. Je vous donne un exemple qui est très simple. Aujourd'hui, le giron est le prédateur le vice-prédateur, parce qu'il y a un dieu de la prédation. Il s'appelle bel et bien Belinga Eboutou, qui ira à la chaise ancestrale du côté de Kondegui. Je vous donne cette information. Parce que s'il n'est pas rattrapé par... Qui est le président des prédateurs? Belinga Eboutou. J'ai même fait quelques enquêtes. Il vous doit un peu d'argent parce que vous êtes littéraire aussi. Je ne trahis rien. Ah, je ne suis pas en train de réclamer. J'ai fait une enquête pour ça. Hein, monsieur Etoudi? Il vous doit une petite facture. Il n'a même pas payé. Voilà. Je garde le montant pour moi. Voilà. Pour dire... Évoluons. Pour dire, il faut que les gens cessent de croire qu'ils sont des malins. Atanakuna au giron. Pourquoi est-ce que Atanakuna fait peur aujourd'hui? Pourquoi il fait peur? Il a créé un réseau. On reste dans la trajectoire de ce que l'État perd et les conséquences que cela a sur les populations. Vous venez d'évoquer une conséquence, c'est vrai que pour la facture de le directeur du cabinet civil, ça ce sont mes livres produits, je dois le dire, il n'a jamais payé, donc vous avez... Vous comprenez que j'ai les bonnes informations. C'est pas vous qui m'avez dit. Moi, j'ai pris du temps. Oui. Donc, simplement pour dire qu'il n'est pas son premier coup, il prédate même les dates. Ça veut dire qu'il mange petit aussi. C'est un mange petit, gros aussi. Ouais. Pour dire, le vice du vice-giron, aujourd'hui, c'est Atanakuna. Vous avez un prisonnier qui va avec de la cravate, il est en train de se faire suivre une petite homélie. Et l'homme qui fait l'homélie a un compte, un paradis fiscal du côté du Maroc, avec les registres de commerce. Mbarga. Vraiment, c'est du jamais vu. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit ça. Et, comme pour vous dire, il y a eu ce qu'on appelle, à l'époque, un resserrement autour de l'éclatement de distribution du carburant. Ça veut dire que toutes les stations que vous voyez là, oui, il y a eu un éclatement, et cet éclatement s'est fait sous Atan Mbara, en tant que secrétaire général. Oui. Et le chef de l'État a instruit, le chef de l'État a instruit Atan Mbara d'éclater ce marché pour ce qu'on appelle les pompes et stations de distribution des produits pétroliers. Et le ministre en charge, c'est le ministre des Mines. Vous comprenez à peu près? Oui. Vous savez de qui je parle déjà. Évoluons. Et c'est lui qui donne les autorisations, qui cède et qui cartographie avec une bonne expertise. Ça veut dire qu'avec toute une équipe autour. Vous savez ce que ce monsieur a créé? Il a créé son KIP pour vider 14 milliards à la CSPH. Avec Talba Mala qui est dehors. D'abord, ce monsieur, si je le rencontre dans un couloir, bon, je ne veux pas dire ça ici aux gens. Non, vous n'avez pas le droit. Non, je ne veux pas dire. Si je rencontre dans un couloir, vous n'avez pas le droit. Monsieur Talba, je n'aime pas votre tête. Les personnalités sont à respecter, monsieur. Je veux dire, je n'aime pas ta tête. Je n'ai pas dit que je veux faire violence. C'est une chose. Évoluons. Voilà. Donc, simplement, pour dire que, après les 14 milliards de Sokaipé, il a traversé une autre marge. D'où vient-il qu'une société pétrolière soit installée dans une télévision qu'on appelle Vision 4? On l'appelle simplement... Vous savez, je marche avec les petits papiers, excusez-moi. Hein. Vous avez un document? Ouais. Netwall Petroleum est installé dans les édifices de Vision 4. Toutes les publicités, supports et mafiosistes, manipulatrices, sont dans cette histoire. Et il y a des victimes. Des victimes? Des victimes. Vous avez les documents. Mais je vous parle avec les documents.
je vais m'étayer dessus spécialement dans la prochaine édition ici, vendredi. Parce que j'aime souvent laisser les bonnes salades pour qu'on les bouffe souvent le vendredi. Parce qu'il faut bien les digérer entre samedi et dimanche. Netwall Petroleum est une entité, entre autres entités, parce qu'il y a des entités même là-bas, qui ont été créées dans un mouvement de prédation. Parce que je voudrais qu'on fasse dans le lien historique. Dans le groupe, on trouve même les entités, ça veut dire que les sociétés spécialisées qui exorcisent. On n'exorcise pas. Ceux qui enlèvent les macabées quand ils sont dans le machin. Si vous voulez, vous allez là-bas. C'est pas moi qui le dis. Hein. Vous trouvez toutes ces sociétés, entre autres. Netwall Petroleum interpelle certains investisseurs spécialisés dans l'architecture, dans les travaux publics, pour qu'ils se retrouvent le 30 mars dernier. Parce que en Centrafrique, ils doivent construire le camp de concentration militaire, je ne sais pas de quoi, ou d'entraînement. Vous comprenez à comprendre que Touadéra, qui attendait depuis que le mentor, je vous l'ai dit, Bellinga Eboutou le fasse recevoir, après avoir encaissé quelques sous. Merci au militaire qui a été calme, parce qu'il ne fallait pas tirer sur lui. C'était quand même un directeur de cabinet civil. Laissez-moi parler. Je dis des choses claires. Ça, c'est la construction de l'histoire de l'opération Épervier. Voilà. Ça, c'est des ramifications nouvelles qu'il faut... Vous comprenez, elles ne sont pas nouvelles. Elles sont vieilles et anciennes. Et moi, je les mets à la place nouvellement parce qu'il est temps. C'est pour ça que j'ai dit ici que certains journalistes, je n'ai pas dit tous les journalistes, d'accord, je veux les mettre à la place publique parce que c'est des ennemis de la République. Et ceux-là écument les rues, écument les couloirs du palais de justice, écument les couloirs publics pour dire nous sommes les meilleurs. Depuis que le président Touadéra avait été reçu, je lui donne maintenant l'information. Monsieur le président de la République, si vous n'êtes pas reçu, vous êtes très soupçonné. Je m'en tiens à ça. Il y a un marché qui a été engagé par Netwall, qui a fait comprendre Petroleum, voilà, qu'ils vont aller construire un camp, moi j'appelle ça le camp de recasement et d'entraînement de ceux qui vont venir déstabiliser le Cameroun. Quand on sort les listes des noms, c'est vous qui le dites. Je le dis. J'assume cette responsabilité. Je ne viens pas dire n'importe quoi. Allez dans les publicités de Vision quand vous allez trouver que Netwall s'est passé là-bas comme à la plume. Pendant qu'on vous dit qu'on fait dans les médias, laissez-moi parler. Leur procès ici. Ah bon? Vous voulez qu'on fasse le procès de M. Biya et son régime et les ministres? On ne parle pas d'autres. Je voudrais que ça ait un lien dans l'historicité de l'opération. Je fais la continuité. Oui. C'est pour cela. Vous avez compris? Un hôtel 5 étoiles en Centrafrique, moi je connais la Kwanga. J'ai été à l'époque de Patassé. Le dernier en date. Avant que la dame ne remplace, j'y étais, je connais là-bas. Et je sais de quoi je parle. Le palais centrafricain n'est pas étoilé à 5 fois. Mais on va vous construire l'hôtel. Même mon Fébé qui est là-bas, en palliatif, n'est pas comme ça. Vous comprenez à peu près? Donc il y a un problème. Donc les gens font des programmations à travers des journaux pour dire, oui, j'ai 10 milliards, je vais donner 3 milliards à l'État. Parce qu'on programme l'État du Cameroun pour aller spolier les Camerounais ailleurs. Parce que Netwall a prélevé de l'argent auprès de certaines entreprises dont on veut donner les noms ici. Et je voulais dire un bonjour à Bachirou. Je voulais dire un bonjour à Baïla. Je voulais dire un bonjour à René Sadi. Je sais que ça vous fait très mal. Pourquoi vous me regardez? Vous continuez, moi je veux le lien de l'histoire. Nous écrivons l'histoire. Hein. Je vous avez dire cité, bonjour Angèle. Comme vous dit, oui. Je vous avais bien dit, on ne s'attaque pas aux hommes tranquilles.
Et quand vous attaquez, sachez que c'est mauvais. L'autre aspect que vous êtes en train de... Le lien que vous êtes en train de faire, et je voudrais qu'on entre... C'est pour cela que quand on parle de coup d'état scientifique, il faut que les gens... Et c'est ça que je... C'est assez vous ne pouvez pas... Il y a un lien entre la prédation, la corruption et le coup des... Et je connais certaines personnes au ministère de la Défense qui sont très proches de Vision 4. J'ai compris et pourquoi. Je vous dis, laissez le ministre de la Défense travailler. Un petit frère, on se regarde. Je n'ai pas encore donné le nom. Ah, non, laissez-moi parler. Ouais. Il faut qu'on éveille les consciences. C'est aussi une éducation de la télé. Ce n'est pas pour dire aux gens mourez. C'est pour leur dire, si vous êtes en train de vous perdre, arrêtez-vous net. C'est que vous avez l'air fâché. Non, c'est ma façon de parler. Vous faites comme un acharnement. Ce n'est pas un acharnement. Je vous cherche dans l'historicité de cette affaire. Je suis en train de parler. Oui. Je parle d'une traçabilité. Oui. Et c'est pour cela que je leur dis à ceux-là. Je vous fais coucou. Faites attention. Voilà. Je voulais interpeller le chef de l'État centrafricain. Vous regardez hors de l'écran de votre caméra. Je voulais l'interpeller. Il risque de ne pas vous écouter. Je voulais l'interpeller. Monsieur le Président de la République, avec tous les honneurs qui me valent la prestance de vous dire, l'État du Cameroun bénéficie d'une assiette. Et cette assiette est ce qu'on appelle le réseau de la diplomatie. Il est hors de question aujourd'hui que vous empruntez des routes que j'appelle des routes non adaptées, où quelques emprunts se font avec de la manipulation, et qu'à un moment, ceux-là vous disent qu'ils sont à côté du bon Dieu, alors que nous sommes dans une société organisée. Si vous estimez que la République centrafricaine, pays ami au Cameroun, est un pays sérieux et qui respecte l'orthodoxie de la diplomatie, saisissez par des lettres de créance les services compétents afin de vous en faire entendre par votre père, qui n'est autre que M. Paul Biya, l'exécutif. Le message est compris. Et je chute en vous disant que il faut pas accepter que votre attention soit détournée par qui que ce soit. Et ce que vous avez accepté dans vos murs, comme Socatel, je sais de quoi je parle, une société qui est une société d'État, ne prête pas le flanc à votre politique, encore moins celle qui est la française. Je voulais dire Baramingi. Voilà. Merci, le message est entendu. Mais moi, je rentre sur la problématique de fond. Et votre analyse et vos commentaires de tout à l'heure nous font, les téléspectateurs sur la place du monde, et moi, même ici sur ce plateau avec, nous font croire et nous font démontrer que la grande corruption et prédation au Cameroun, c'est une fortune de guerre pour... quelque chose que vous avez parlé, coup d'état scientifique. Et ce sont des coups d'état scientifiques. Ça veut que vous êtes en train de dire que ceux qui sont en prison là, il y a des ramifications politiques, c'est ça? Mais je vous dis, je ne vous de déstabilisation, je n'ai pas dit de politique. Je n'ai pas dit, vous ne pouvez pas piquer 60 milliards de rentes, vous mettez dans les comptes des paradis fiscaux pour aller acheter des galettes avec des dessous de robe. C'est pas de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Ouais. Ça veut dire que vous avez un objectif à atteindre. S'il est digne pour construire et bâtir, créer les écoles, créer des entreprises pour que les gens puissent s'y occuper, c'est une très bonne chose. Créer des emplois parce que... Ça. Vous comprenez? Ouais. Mais si c'est l'indignité pour aller déstabiliser un pays qui se veut être un pays de notoriété comme le Cameroun, il faut faire attention. C'est pour cela qu'il va falloir que toute la classe de prédateurs que j'appelle les jeunes fémans qui sont entrés sur la galette, parce que je les ai identifiés, j'ai donné la liste au chef de l'État, il connaît qui fait quoi, et ils sont entrés sous l'ère de Tom Dola alias Belinga Eboutou. Que vous appelez le président des prédateurs? Le président des prédateurs du Cameroun. Ça, c'est de vous? Je le dis, depuis des années je parle, je ne cache pas. Donc maintenant qu'il est déjà au couperet, subitement vous avez dit qu'il a démissionné parce qu'il était malade. Mais on le voit avec les habits du RDP santé de danser à Samba. Je ne sais pas si c'est le même malade qui s'appelle Belinga Eboutou ou bien il fait campagne pour le RDP. Donc c'est un peu ça. Et il fait campagne.
Et je sais que en ce moment, au mieux être, les gens organisent palier par palier. Quand un coup d'État change de main ou bien il rate, ils changent de formule. Ils sont passés par un coup d'État scientifique qui était lié au projet et au projet structurant. Ils n'ont pas réussi. Le chef d'État a pris sa mallette de commercial, il a commencé à faire ses voyages, à rencontrer ses pairs, et nous avons vu ce qui est sorti des cimes d'eau, on a vu tout ce qui s'est passé à Kribi, on voit des routes qui sont construites. Ça n'arrange pas l'équipe d'en face, ceux qui veulent la déstabilisation. C'est ça. La deuxième chose qui a été là, ils sont passés à la phase notoire, discriminatoire, de bloquer le système fonctionnel de l'administration, en mettant ce qu'on appelle les nœuds de poule, pour que vous suivez votre dossier, il y a une difficulté, et c'est devenu une corruption régulière. Il faut payer de l'argent pour le chef. C'est devenu une corruption régulière. Et je parle, ça c'est l'un des coups d'État scientifique. Ça n'a pas marché parce que à un moment, on a créé ce qu'on appelle un système de bonne gouvernance. C'est vrai qu'à l'intérieur de cela, il y avait déjà les poules mouillées, les poules mal gratinées. Voilà. Et ça fait son chemin. On a créé les institutions telles les ANIF et tout ça, qui accompagnent à la mesure du temps. On a organisé autour des émeutes de la socialisation pour dire on va affamer le peuple. Rappelez-vous, un jour, un 12 février, les enfants se sont retrouvés dans la rue parce que les gens ont enlevé les sacs de riz dans les usines, dans leurs entrepôts. On a coupé le sillon de la relation entre les caisses de recettes, et on a dit on va voir. Dès que la famine a commencé à s'installer, les enfants se sont retrouvés dans la rue, le chef d'État est sorti, il a dit je bats en brèche, et il a trouvé des solutions. Il a créé quoi? L'APE. Cette APE aujourd'hui a régulé un certain nombre de choses. Beaucoup de gens ne le savent pas. Ce n'était pas seulement parce que il fallait juste signer des accords des APE. C'était parce que c'était une formule de politique de récupération de la masse sociale qui avait perdu déjà la vitesse, et ils voulaient se retrouver dans la rue, et que la rue devait devenir un foyer hostile de feu. Ils sont partis dans les paires de culte. Je vous l'ai dit. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que la corruption et la prédation au Cameroun est une arme de guerre, est une arme qui constitue une fortune financière. Voilà, justement, parce qu'il faut avoir les moyens pour le faire. Oui. Ils ont fait ce qu'on appelle les rabats dans les chefferies. Ils ont fait des éclatements. Les ministres sont devenus subitement des chefs. Et ils ont prétendu que non, c'est parce qu'il y a des sénatoriales qui vont arriver, nous voulons être des chefs honorés, machin. Or, à l'intérieur de ça, un chef qui gère un village manipule aussi ce village. Quand un chef se lève, il dit, vous, c'est à gauche, vous vous levez, c'est à gauche puisque c'est votre chef. Dès lors que vous êtes chef d'une communauté, il faut savoir que vous avez la même mise sur le peuple. Et ils ont fait, on a vu des foyers naître comme Baminda, le Grand Nord et tout ça. Ça a été manipulé dans les sarés, dans les chefferies traditionnelles. Chez les fonds, certains fonds se sont, du côté nord, se sont impliqués là-dedans. Bien sûr, avec la maestria de l'administration. Vous comprenez? Donc, et à un moment, on a renvoyé les mêmes pour leur dire, attention, allez vous-même arranger ce que... Ceux qui sont allés sur le terrain ont ramené les chèques. Aujourd'hui, c'est devenu des foyers hostiles, parce que si, par exemple, le calme revient entre Baminda et Boya, Atangandji n'aura plus droit de citer dans le gouvernement. Et le président de la République, sachant que c'est un prédateur et que son compagnon et mentor est M. Marafa, avec qui il organisait dans sa maison, et nuitamment avec un commissaire bien connu par le délégué général de la Sécurité nationale, que j'ai dénoncé comme particulier, sous le regard de Alim Boukar, qui est très proche, et l'ancien directeur des ressources humaines de Cantel. Alors la question qui se pose, la question qui se pose, vous nous posez certainement des questions. La question qui se pose, c'est l'équation qui doit être gérée, parce que là, cette écriture de l'histoire de la corruption de l'opération Épervier nous fait comprendre qu'en principe, les prisons devraient être petites si on s'hasardait
apprendre tout le monde. C'est ce que vous voulez dire. C'est que les conséquences, vous avez dit de poser la question tout à l'heure. Conséquences au niveau de l'État, ce que l'État perd, ce que... Nous avons beaucoup de milliards. J'ai fait un petit calcul, nous sommes à plus de 4500 milliards. 4500 milliards. 4500 milliards, honnêtement, c'est pas, disons que, un chiffre exhaustif. Je voulais simplement dire que nous continuons, mais je pense que il faut beaucoup prier pour le Cameroun parce qu'il y a une rapine au Cameroun sans pareil. Et c'est que ça va causer comme préjudice. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure quand je viens dans un... Je sais, vous avez des documents. Je n'entre pas dans une émission pour venir vous faire plaisir et vous dire, bon voilà, il y a un problème, je ne veux pas. Voilà, je vais vous dire, voilà, je vais vous lire un communiqué et que personne ne rit. Chers téléspectateurs, ne riez pas au quartier. C'est le Cameroun. On fait avec, mais le chef d'État, lui aussi, va apprendre à comprendre qu'il y a des choses quand même qui sont inadmissibles. Moi, si c'est comme ça, je démissionne directement le ministre. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà une fermeture. On dit ici, je crois que... Si c'est vous, vous démissionnez le ministre. Naturellement, je ne discute pas. Je veux lire un endroit qui va vous amuser beaucoup. Allez-y. Mais si vous perdez trop de temps, la petite musique de fond va venir. Comme d'habitude, je suis habitué. Bon. Message porté. Préfet du Fundi. Non, du Vouri, pardon. Responsable des armuriers, ça c'est les noms de ces sociétés, ça ne m'intéresse pas, qui devaient fermer boutique. Numéro 26 2018 MP C19 SP. Texte. En exécution, instruction téléphonique. Ministre de l'administration territoriale. À nous répercuté par monsieur le gouverneur région littorale. Relative fermeture provisoire armurerie. Stop honneur vous informer. Stop descente équipe technique sous conduite premier adjoint préfectoral à l'effet de procéder stop primo stop inventaire matériel vos armureries sur procès verbal stop secondo stop pose des scellés sur porte dite armurerie stop urgence et importance hautement signalée. On ferme sur instruction verbale une entité qui est... Sur l'instruction verbale du ministre à Tangandji, une entité qui est reconnue par le président de la République et qui est autorisée d'exercer. Je veux lire ce document et vous allez suivre. Le ministre secrétaire général, l'actuel, le 20 novembre 2017, très urgent, projet de budget de l'État. Pour l'exercice 2018, j'ai l'honneur de vous notifier les hautes instructions du chef de l'État, prescrivant pour la finalisation de l'avant-projet de loi portant loi des finances de la République et du Cameroun pour l'exercice 2018. 1. De supprimer les mesures proposées ci-après. La collecte de la taxe sur la propriété foncière sur les entreprises de distribution d'électricité à l'occasion de la facturation et des consommations aux abonnés propriétaires. Oui. La refiscalisation de l'importation du blé au taux de 5%, le retrait de l'agrément aux entreprises admises aux régimes fiscaux dérogatoires prévus par la loi de 2013 sur les incitations à l'investissement privé lorsque les investissements qu'elles se sont engagées à réaliser n'ont pas connu de démarrage effectif au bout d'un an à compter de la date d'octroi du dit agrément. D'insérer en compensation, voilà la mesure pour les armureries, les mesures nouvelles-ci, après, tendant à porter 10 000 à 25 000 le droit de timbre pour les vols internationaux, fixant les droits d'assises pour l'importation des armes et munitions à 25% de la valeur imposable, à 60% de droits de douane, qui est égal à 85%. Supprimer l'exemption préposée du paiement du précompte pour l'importation des véhicules du tourisme par les particuliers pour les usages personnels, porter de 30% de la valeur imposable les prélèvements sur les bois exportés en grumes. Par ailleurs, vous voulez bien porter de 35 milliards de francs à 50 milliards de francs l'enveloppe prévue pour le budget des élections. Voilà
ce que le chef de l'État a donné comme grand trait. Ah, c'est le chef de l'État qui a donné des instructions. Mais nous sommes dans le régime général d'armes et munitions. Voici ce que les textes disent. Monsieur le Minat. Alors, vous ne pouvez pas vous prévaloir... Qu'est-ce que les textes disent? Les textes disent, je veux dire, dans le paragraphe, je vous dis article 2, dans un paragraphe cité, je ne veux pas lire tout, sinon on ne va pas quitter d'ici. Oui, le paragraphe. Bon, le paragraphe, je vais dire paragraphe A, je vais nommer ça comme ça. Armes de tir et de salon. Tout objet ou dispositif conçu pour le sport, dont le système moteur est à air comprimé. Armes artisanales. Tout objet ou dispositif conçu de façon artisanale pouvant tuer, blesser ou produire un effet sonorisant. Armes sous munitions. Munitions classiques conçues pour disperser ou libérer des munitions explosives dont chacune pèse 20 kg et comprend ses sous-munitions explosives. Et ça, ce sont les dispositions générales en ce qui concerne le système de fonctionnement d'achat d'armes et d'armurerie. Or, monsieur s'est prévalu, nous ne sommes pas en état d'urgence, parce que quand vous dites qu'on retire les armes aux citoyens, on retire les armes, c'est-à-dire on ferme les armureries, ça veut dire que vous vous substituez au président de la République. C'est lui qui a la dérogation. Ah, c'est ça, cette mesure de cet après-midi. De cet après-midi. Ça veut dire quoi? Dans le territoire national, un ministre de l'administration territoriale ne peut pas prendre la place de l'exécutif, le chef de l'État, pour donner des instructions. Et quand vous voyez le document, là, je voulais que vous filmiez quand même la première page, c'est pas là où le jeune est parti, vous voyez que c'est un document qui gère ce qu'on appelle le palier de fonctionnement des armes au Cameroun. Je voulais savoir, qu'est-ce qu'elle cherche à Tangandji? Veut-il la place de Paul Biya? Veut-il se substituer au chef de l'État? Alors que le chef de l'État lui-même est le chasseur. J'attends voir M. Biya venir déposer son arme ou déclarer son arme à M. Tangandji. Mais c'est dans une circoncision... Non, monsieur, je vous dis que c'est territorial. C'est ça qu'il s'agit. Et il dit que c'est les mesures provisoires. Provisoires. Ce qu'on va dire, pas normal. Ce qu'on va dire, c'est que au plan textuel et réglementaire, il va falloir que le président de la République, que ce soit précisé, parce que les textes sont là et la mesure prise par le chef de l'État lors du dernier budget, de l'adoption du dernier budget est aussi là. On va pas aller dans des commentaires. Non, je ne veux pas entrer dans les commentaires pour vous dire que c'est une profession connue, monsieur Tangandji. Le ministre, je veux lui dire ceci. Vous ne pouvez pas venir fermer une entreprise qui paye les impôts. Après ça, je vous donne quelques noms, je chute seulement. Voilà les chômeurs. Cette entreprise a fait ce qu'on appelle la récupération et fait la réintégration des officiers qui sont... Non, laissez-moi parler. Oui, vous avez souvent cette habitude. On est vers la fin. J'ai fini. Oui. Je veux donner les noms de ces lieutenants. Je prends sur mon dos parce qu'ils sont des travailleurs. Vous avez compris, hein? Liste des directeurs est réintégrée comme ancien officier. Lieutenant-colonel Bongali, William. Je ne donne pas son numéro de téléphone. Chef d'escadron, Kecho Mba Martin. Ils travaillent toujours dans l'entreprise. Hein? Ils gagnent la vie et ils ont l'argent. Colonel Bilé, même chose. Colonel Minka Ranko, même chose. Chef d'escadron Ayango Raphaël. Chef d'escadron Eyong Taku. Lieutenant-colonel, donc la fermeture, colonel machin. Ça crée des désagréments. Qui va payer? Qui va réparer au cas où l'entreprise porte plainte? Il y a des fournisseurs extérieurs. On attend donc que le chef de l'État intervienne. Il faut que le chef de l'État intervienne dans l'urgence. Vous avez dit que si vous étiez à sa place, vous démissionnerez vous partez souvent trop vite en besoin. Je le démissionnaire, tu vous savez quoi? Parce que c'est de l'arrogance. Statutaire, c'est de l'arrogance. C'est de la manipulation. Monsieur le président des Républicains, Monsieur le président des Républicains, c'est aussi le fonctionnement de l'État. Je chute de vrai pour vous dire, si on voulait travailler dans ce pays, allez d'abord détecter les armes artisanales qui sont dans les lieux fossiles comme Baminda, le Nord, pour savoir de quoi il s'agit. On ne peut pas dire à un monsieur, à un préfet, que
donnez-nous le nombre d'armes que vous avez dans votre région. Il va déclarer combien, il en connaît combien. Merci, c'est bien compris, c'est une mesure qui vient d'être prise, elle n'est pas encore très connue. C'est pour cela que je bats de l'aide, parce qu'il ne faudra pas qu'on dise encore que le chef de l'État est en train de faire ce qu'on appelle le retour actif. Au même moment, il dit aux gens, la protection, la sécurité du territoire, transfrontalier hertzien. Au même moment, il autorise sur une loi de finances, au même moment, il se dédie. Merci, c'est compris, on vous a compris. Voilà. Ben, je vais souvent apporter un verre d'eau ici parce que vous vous enflammez. Mais c'est pas normal. Qui va payer le préjudice au cas où les Américains portent plainte? Il y a des armes qui ont été commandées, qui arrivent dans les bateaux et dans les avions. Qui va réparer le préjudice? Merci, c'est bien. Je chute, hein? Oui. Le chef d'État est informé. Vous chutez des. Vous savez, le chef d'État est informé depuis hier. D'accord? Atanga dit le père là. Merci. Et je vais vous préciser que Atanga dit c'est ministre de la République. Pas d'acharnement, pas d'attaque à personnalité, c'est terminé. Vous ne revenez pas. Je n'ai pas besoin de ça. Vous ne revenez pas. Vous voulez refaire son portrait? Je vous donne un verre d'eau. Verre d'eau, on se retrouve avant. Tout à l'heure, on va se retrouver chez Belinga et Boutou pour retirer la main aussi. Jean-Gilbert Baron là, vous êtes téméraire. Merci d'être venu encore ce soir. C'est moi qui dis merci à la disposition du peuple. Si vous n'avez pas été satisfait aujourd'hui, vendredi, je vous donne l'argent. Mais j'ai l'impression que l'argent chez Belinga et Boutou ne sera jamais pris parce que ça fait 7 ans au moins. Et nous construisons la nation et on avance. Madame, monsieur, c'est terminé pour ce soir. Pour cette édition très très chaude, j'ai dit, je vais souvent apporter, c'est pas l'eau, le thé Ndawara, le thé Toliti-Esté. Voilà, je crois qu'on va le prendre ici pour souvent vous calmer. Voilà. Madame, monsieur, c'est terminé pour ce soir. À 19h, le journal en full day. À 19h15 sera le journal en pidine. À 20h, le grand journal en anglais. À 21h en français. Madame, monsieur, pour une république exemplaire, une république où le peuple jouit de ses richesses et des fruits de la croissance, nous allons combattre jusqu'au bout. Notre combat, il est juste celui de la sensibilisation et la communication dans un état de joie. Bonsoir.